Question directe avec Thomas Pierret, chercheur à l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, spécialiste de la Syrie. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, il s'agit de la première visite d'un chef d'État occidental, celle donc d'Emmanuel Macron, depuis la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et quel est l'objectif du chef de l'État français? Alors, je dirais que c'est pas clair parce que les bénéfices attendus d'une telle visite ne sont pas immédiats. La Syrie est un pays pauvre, donc je dirais que les bénéfices économiques seront limités. Alors même si on sait que Emmanuel Macron voyagera accompagné de représentants d'entreprises françaises, il y a peut-être quelques contrats pardon, à obtenir ici et là, mais la Syrie n'est pas l'Eldorado, c'est un pays qui est relativement insolvable. Donc là, je dirais que la réponse n'est sans doute pas à chercher là. Il y a des questions sécuritaires, en particulier celle de quelques dizaines de combattants djihadistes français qui sont, on pourrait dire, parqués dans un camp dans la région d'Idlib, qui ont refusé de rejoindre la nouvelle armée syrienne, de se plier à son système, à sa discipline, qui sont considérés comme particulièrement dangereux par la France et dont la France attend que les autorités syriennes continuent de les surveiller de très près, et en particulier les empêchent d'essayer de rejoindre la France de manière clandestine. Donc pour vous, c'est... Il y a des Allez-y, aspects... Oui, allez-y. pardon, oui. Oui, alors bon, il y a un autre aspect qui a été mentionné dans votre reportage qui est important, qui est la question kurde et donc le souhait de la France qu'on continue à aller vers une solution négociée relativement consensuelle donc entre Damas et les anciennes forces démocratiques syriennes, donc ces forces armées dirigées par des Kurdes, avec l'idée de préserver une espèce d'autonomie de fait, alors qu'il ne dit pas son nom parce que le gouvernement de Damas ne veut pas entendre parler de fédéralisme ou d'autonomie, mais dans les faits, il s'agirait de préserver certaines formes voilà, d'autonomie locale dans ces régions-là de manière consensuelle. Alors c'est vrai, et vous le disiez que Emmanuel Macron sera accompagné de plusieurs entreprises françaises. Est-ce que la coopération économique, étant donné que le coût de la reconstruction en Syrie a été estimé à plus de 216 milliards de dollars par la Banque mondiale, cette reconstruction économique pourrait-elle justement être une opportunité pour les entreprises françaises? Alors, comme je l'ai dit, il y a évidemment un chantier très vaste avec des contrats à obtenir et bien sûr une concurrence qui fait que le positionnement diplomatique d'Emmanuel Macron, pardon, je voulais dire une concurrence internationale, qui fait que le positionnement diplomatique d'Emmanuel Macron peut être bénéfique aux entreprises françaises. Mais il y a quand même une question essentielle qui est qui paye la facture à la fin. La réponse, c'est quand même souvent les États du Golfe, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats, qui payent déjà, pour certains, certaines factures de l'État syrien, mais avec voilà, des États qui n'ont pas non plus des capacités financières illimitées, même si elles sont très importantes. Ce qui fait que je dirais que le gâteau de la reconstruction syrienne, il est quand même sans doute beaucoup moins important qu'on peut parfois le penser. Jean-Baptiste Febvre est sur place comme chargé d'affaires pour la France. Va-t-on, à votre avis, vers une réouverture de l'ambassade de France en Syrie? Je ne sais pas quelles sont les intentions de la diplomatie française de ce point de vue-là. Je sais qu'il n'y a pas que des questions diplomatiques, parce que bien sûr, d'un point de vue strictement diplomatique, la visite d'Emmanuel Macron montre qu'on a beaucoup avancé dans le rétablissement des relations avec la Syrie. Mais je sais qu'il y a aussi des considérations sécuritaires. L'ambassade de France est située en plein centre-ville de Damas, dans un quartier qui est très difficile à sécuriser. Donc voilà, il peut y avoir aussi parfois des questions de type logistique ou sécuritaire qui peuvent retarder ce pas en avant. Et justement, ce déplacement d'Emmanuel Macron intervient alors qu'un attentat à la bombe a fait 10 morts dans un café à Damas, justement, c'était jeudi dernier. Donc on voit bien que la sécurité n'est pas encore garantie, même dans la capitale. Oui, alors la sécurité, évidemment, s'est beaucoup améliorée. C'est-à-dire que si on regarde les choses d'un point de vue statistique, il y a encore des violences à travers le pays, mais on est tombé, on va dire, à des bilans hebdomadaires qui tournent autour d'une dizaine de morts par semaine. On parle de morts violentes, ce qui, évidemment, dans un pays qui sort de guerre civile
entre guillemets relativement peu, mais avec des incidents sécuritaires encore importants qui peuvent survenir. Hein. On a eu donc bien sûr cet attentat près du palais de justice de Damas, donc quand même vraiment dans un quartier extrêmement central, qui survient quelques semaines après un autre attentat, la voiture piégée, qui semble-t-il avait visé un bâtiment de l'armée syrienne, également dans un quartier très central de Damas. Donc oui, voilà, une situation sécuritaire qui s'est améliorée, mais qui est loin d'être parfaite. Ces attaques, ces attentats n'ont pas été revendiqués. Alors certains le sont, certaines attaques récentes ont été revendiquées par l'organisation de l'État islamique. À ma connaissance, l'attentat survenu près du palais de justice ne l'a pas été, donc on n'a pas de certitude hein, sur qui pourrait être derrière. Je dirais que on pense qu'une bonne partie des incidents sécuritaires en Syrie aujourd'hui sont le fait de cellules de l'État islamique, puisque d'ailleurs, comme je le dis, elles le revendiquent parfois. Il y a d'autres acteurs qui peuvent avoir un intérêt à déstabiliser le pouvoir. Je pense en particulier à des réseaux liés à l'ancien régime, et notamment voilà, des réseaux de gens qui sont poursuivis par la justice, et pour certains d'ailleurs commencent à être jugés, et qui, voilà, pour certains peuvent avoir des raisons assez évidentes de s'en prendre au nouveau pouvoir. Al-Shara parvient-il à unifier le pays et à faire respecter le droit des minorités? Alors, je dirais que ça dépend fortement d'une région à l'autre. On a eu bien sûr les violences et les massacres sur la côte, dans la région à majorité alaouite en mars dernier. On peut dire que dans cette région-là, la violence a considérablement diminué depuis l'an dernier. Alors, il y a encore des violences contre les Alaouites, mais qui se sont déplacées dans d'autres régions, dans le centre de la Syrie, dans les régions de Homs et Hama. On n'est plus du tout sur la même échelle de violence que ce qu'on avait pu voir l'an dernier. Bon, il y a cette région de le nord-est, hein, les régions en majorité kurdes dont j'ai déjà parlé, où là, pour le coup, on est dans un processus de négociation. Et donc, bon, là, on a encore des raisons d'être optimiste. Et puis, alors, il y a ce qui est, je dirais, le grand échec hein, du nouveau pouvoir syrien, qui est la région à majorité druze de Soueïda, qui a, elle aussi, été le théâtre de massacres en juillet 2025, donc des massacres dans lesquels ont été impliqués des membres des forces de sécurité et de l'armée syrienne, et une région qui est depuis dans un état de sécession de fait avec le gouvernement syrien, qui est dirigé par des groupes armés, des chefs religieux qui refusent d'entendre parler d'une quelconque réintégration dans l'État syrien et qui appellent à une sécession et qui appellent au soutien d'Israël. Donc là, on est dans un processus, je dirais, qui est complètement bloqué. Il n'y a pas, pour ainsi dire, de négociation à proprement parler aujourd'hui entre Damas et cette province sécessionniste de Soueïda. Trump va rencontrer Ahmad al-Shara en marge du sommet de l'OTAN à Ankara. Trump, en fait, que veut-il investir, à votre avis, en Syrie? Ou au contraire, est-ce qu'il va aborder essentiellement les questions sécuritaires et de terrorisme? Alors, encore une fois, c'est assez difficile de lire la stratégie de Donald Trump par rapport à la Syrie, parce que bon, elle a été extrêmement incohérente. Hein. Il a commencé son mandat avec une posture très froide, presque hostile vis-à-vis du nouveau pouvoir syrien, avant de changer complètement. On a quand même l'impression que le principal facteur qui oriente sa ligne vis-à-vis de la Syrie, ce sont les pressions de ses alliés au Moyen-Orient, en tout cas de ses alliés plutôt favorables au gouvernement de Damas, c'est-à-dire Turquie, Arabie Saoudite, Qatar principalement. Euh, voilà, l'administration américaine tente une médiation entre la Syrie et Israël, mais sans beaucoup de succès, puisqu'on voit bien que les États-Unis sont tout à fait incapables de mettre un terme aux incursions quotidiennes de l'armée israélienne sur le territoire syrien. On voit bien que le processus de négociation entre Israël et la Syrie, qui avait commencé il y a environ un an, notamment sous l'égide hein, de médiation américaine, ce processus est arrivé nulle part. Alors, il y a aussi le volet libanais qui est très compliqué à lire, hein, où Donald Trump a essayé d'utiliser la carte libanaise, la carte syrienne, en prétendant que les Syriens s'apprêtaient à intervenir au Liban pour faire pression à la fois sur les Libanais, peut-être un peu sur les Israéliens. Bon, tout ça n'est pas d'une grande clarté, je l'avoue. Merci beaucoup Thomas Pierre d'avoir été avec nous, chercheur à l'IRMAM, spécialiste de la Syrie. Merci d'avoir été avec nous dans Question Directe.